Hey yo, what's up? Hey, hey, hey! Bienvenue dans les médias. Votre podcast fait les jeunes, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Légui. Je suis là pour vous servir et vous déranger. Welcome to the Generation Next. Lorsqu'une personne reçoit des messages répétitifs ou virulents sur les réseaux sociaux ou sur son téléphone portable, on parle de cyberharcèlement. La liberté d'expression est une forme démocratique de liberté qu'on note un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur le numérique de façon générale. On en a parlé sur nos épisodes antérieurs de Generation Next. Cette fois-ci, nous allons parler de cyberharcèlement. Mais je suis bien accompagné aujourd'hui. Je ne suis pas seul. Maël et Marlène seront avec moi, mais la voix vous en dira plus. Bonjour la voix. Bonjour, Comment tu vas aujourd'hui? je ne vais pas du tout bien Pourquoi? parce qu'il y a 3 F. Et tu n'aimes pas les F? Non, Eh bien, tu vas devoir les supporter. Qui avons-nous aujourd'hui? Un plateau 100% féminin, on en a rêvé. On a aujourd'hui 2 chargées de communication. L'une chez Polaris Asso, Maëlle Lupé, et l'autre de chez Climate Linger Club, Marlène Gay, qui vont aujourd'hui communiquer sur le cyberharcèlement, car elles sont hyper connectées. Direct Monger. Merci à la voix pour cette belle présentation de 2 belles demoiselles que nous avons aujourd'hui. Bonjour Marlène. Bonjour. Et bonjour Maëlle. Bonjour. Alors, je vais aller droit au but. Pour vous, c'est quoi le cyberharcèlement? Pour moi, le cyberharcèlement, si on découpe déjà un peu le mot, on a cyber et puis on a harcèlement. Donc, bon, on se dit tout de suite que c'est vraiment l'acharnement sur Internet qu'on peut vivre. En tout cas, on peut être victime. Ça va être différentes formes. J'imagine que ça peut se passer vis-à-vis de ce que nous dégageons, l'image que nous avons, les commentaires sur notre civique, les commentaires sur notre point de vue, et un peu le manque d'empathie que un peu les internautes peuvent avoir vis-à-vis de la personne qui diffuse les messages. J'aime bien le mot empathie et on va revenir sur ça tout à l'heure. Pour Maëlle, ce serait quoi aujourd'hui le cyberharcèlement? Alors, pour moi, donc, comme l'a dit Marlène, le cyberharcèlement, ça va vraiment être une forme de violence en ligne. Ce que je dirais, c'est que c'est surtout une forme de violence décomplexée. Parce qu'on dirait qu'en ligne, en fait, tout le monde se permet tout et n'importe quoi. Alors que dans la réalité, personne ne ferait ça. Donc je dirais que moi, ce qui me marque le plus dans le cyberharcèlement, c'est le fait que les gens soient décomplexés totalement. Ouais, on dirait que le numérique donne du courage à certains. Du courage et encore plus de méchanceté. Ouais. Aujourd'hui, en tant que femme, Marlène, qui est sur les réseaux sociaux naturellement, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà été victime de cyberharcèlement ou bien connaissez-vous des personnes qui ont été victimes? Et aujourd'hui, comment est-ce que cela vous influence? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, non, j'ai jamais été cyberharcelée. Mais oui, j'en connais énormément. Que ce soit même sur les réseaux, parce qu'on se suit, on regarde ce qui se passe, etc. On est témoin directement de l'harcèlement, en fait, de par les réseaux. Mais effectivement, c'est très lâche, en fait. C'est vraiment le mot que je pourrais dire. Parce que Maëlle l'a dit, c'est vraiment décomplexé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en face de la personne, on est derrière un univers. Donc, il n'y a pas vraiment, on va dire, une confrontation directe avec la personne. Donc, on va dire, ce petit côté où on peut se couvrir nous donne énormément de choix dans les mots, nous donne énormément de pseudo-courage, aller pour se libérer et pouvoir sortir tout et n'importe quoi. Donc, comme j'ai envie de dire, c'est souvent ils écoutent la petite voix dans leur tête qu'ils ne peuvent pas sortir, en fait, en live parce qu'il y a des codes. Dans notre culture, dans notre société. Il y a des codes, que ce soit le respect, que ce soit la bonne tenue, que ce soit la cordialité, etc. Et ça, sur Internet, ça n'existe pas. Objection. La voix nous fait une objection. On va écouter pour voir. Ils en ont le droit, c'est leur téléphone, c'est leur connexion et il y a la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression jusqu'où, Marlène? Exactement. Qu'est-ce que la liberté, finalement? Ouais. Si on en Il y a une définition à ce mot. Elle s'arrête où? Commence la liberté des autres. Ouais. Donc bon, à partir du... Et en plus, souvent, il y a beaucoup d'injustice. Par exemple, la dernière fois, j'ai juste assisté à
on peut dire de l'harcèlement. C'était une influenceuse qui est très connue et donc qui s'est fait, par exemple, un peu des injections dans les lèvres. Et tout le monde ne voit que ça. Tout le monde l'a traité un peu de tous les noms, tout le monde l'a traité de moche, tout le monde l'a traité de tous les noms, vraiment. Et il se trouve qu'elle a eu une instabilité mentale vis-à-vis de cet épisode qui l'a conduit chez le psy, tout simplement. Et j'ai envie de rebondir un peu sur ça. Aujourd'hui, que pensez-vous du fait que ces espaces-là qui devraient être utilisés pour les femmes, pour s'aider, pour faire un peu de la promotion de la solidarité, lorsqu'au contraire, on l'utilise pour harceler les femmes, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui en tant que femme? Je pense que là, on se concentre sur les femmes et je pense que hommes et femmes sont victimes de cyberharcèlement. Après, chacun de différentes manières. Enfin, les femmes, généralement, ça va être insulte sur le physique, grossophobie, t'es trop grosse, t'es trop mince, pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça. Les hommes aussi peuvent subir aussi ce même type de remarques. Après, moi, personnellement, je pense pas que quelqu'un ait dit que les réseaux sociaux étaient censés être un espace d'entraide. Pour moi, à la base, le réseau social, c'était communiquer. Et je pense qu'en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils continuent de communiquer, sauf que ce que, par exemple, les gens disaient en privé, là, maintenant, ils le disent en public. Parce que pour moi, tout ça, c'est pas une découverte. Je pense que on voit, je vais prendre un exemple tout bête, les élections de Miss France en France. Tout le monde sait que, généralement, c'est le rendez-vous où les personnes vont se mettre devant leur écran et ils vont critiquer les Miss France. Ça, c'est pas bien, mais c'est des choses que les gens font depuis la nuit des temps. C'est juste que maintenant, avec après, les réseaux ça sociaux... devient normal, quoi. Ça devient normal, parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, ça devient même des mèmes, des tendances où ça va être « Ah tiens, on va critiquer telle ou telle Miss France, etc. » Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense même pas qu'à la base, les réseaux sociaux aient été faits pour que ce soit un espace d'entraide. D'accord. C'est vrai que je vais revenir un peu sur ça parce qu'il y en a qui harcèlent. Après, on demande aux personnes qui sont harcelées d'avoir un mental fort. Vers la fin, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça naturellement. Mais avant de partir plus loin, j'aurais également envie de connaître aujourd'hui quelles sont les causes qui favorisent ce cyberharcèlement-là, selon vous. Qu'est-ce qui facilite naturellement ça? C'est une très très bonne question parce que j'arrive parfois à me poser beaucoup de questions de la sorte sur beaucoup de mots, pas forcément pour le cyberharcèlement, mais je pense que c'est très sociologique. Je pense que les sociologues ont énormément de travail à faire, franchement, dans plusieurs secteurs. Mais je pense que nous sommes on est rentré dans une phase il y a quelques décennies qui a bousculé tous nos on va dire nos habitudes. Et effectivement, à la base des réseaux sociaux, c'était faciliter la communication, c'était vraiment pouvoir utiliser un outil pour pouvoir communiquer en tout temps, avec des messages, avec des vidéos, avec quelque chose de fun. C'était censé être fun à la base. Mais ça s'est retourné en quelque chose de plus sérieux. Parce que en mettant en place cet outil, il y a aussi eu l'évolution du téléphone. Le téléphone qui est notre deuxième cœur ou notre deuxième cerveau aujourd'hui. On peut plus se détacher de cela. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons envie de le communiquer via les réseaux sociaux. Nous avons envie de le montrer aux personnes. C'est-à-dire que sociologiquement parlant, il y a quelque chose qui a changé dans notre comportement. C'est-à-dire le fait de vouloir show off, se montrer. Se montrer aux gens qu'on est quelqu'un, qu'on a réussi à faire ci, ou bien tout simplement créer un monde. Parce que la plupart des gens n'ont même pas cette vie. Et ce qui se passe, c'est que ça crée quelque chose quand même. Ça crée quelque chose, ça crée de la jalousie, ça crée de la méchanceté, ça crée de l'envie. Des choses qu'on ne peut pas maîtriser forcément. Non, parce que la vie de l'autre, c'est pas quelque chose que nous pouvons gérer, mais c'est nous qui décidons de le montrer. Donc ce que nous pouvons gérer, c'est juste ce que nous mettons en ligne. Par contre, une fois que le message est en ligne, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout. Donc il y a un comportement qui est né depuis quelques années. C'est justement
cette liberté à donner notre opinion surtout. En Wolof, on dit mando, se préoccuper de ses affaires. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. L'affaire de chacun devient affaire de tous. Non, mais, et puis, effectivement, la voix peut-être l'a dit tout à l'heure, un peu pour le mentionner. Mais chacun est libre, effectivement. Mais la liberté jusqu'où? La liberté jusqu'où? Maintenant, je pense qu'il y a ça qui a un peu déclenché ce changement de comportement, la méchanceté, le fait de pouvoir juger en se disant c'est cette personne qui a décidé de mettre le contenu, donc à ses risques et périls. Donc c'est limite sa faute. Donc si je vois Maëlle, je vais lui dire mais pourquoi elle est venue, elle s'est pas maquillée par exemple. Pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend? Nous, on est là, on la suit. C'est pareil, que ce ne soit pas forcément les réseaux sociaux, mais les stars qu'on voit, etc. Ils ont une communauté parfois très agressive. Très, très agressive. On leur permet pas une faute. Pourquoi elle est venue, elle ne s'est pas maquillée comme ça, elle ne s'est pas coiffée comme ça, alors que nous, on paye, on fait ci, on fait ça. Voilà. C'est devenu quelque chose de comportemental vis-à-vis de la société, en fait. On se permet de se comporter comme on le sent, sans retenue, à mon avis. Et ça me fait penser à un phénomène du tonton saï-saï qui a existé toujours au Sénégal. Mais on a comme... Là-bas, tu te rappelles notre tonton saï-saï? Ouais, toi, tu es la personne qui conseille les tontons saï-saï, naturellement. Et j'ai envie de demander aujourd'hui, est-ce que le numérique n'est pas venu faciliter la tâche à ces personnes-là? Et enfin, également, à qui la faute? Lorsque une fille s'habille de façon sexy et qu'elle s'expose sur les réseaux sociaux, ce qui ensuite l'expose à recevoir des messages d'ordre sexuel, quelque chose comme ça, est-ce que c'est la faute à la fille ou bien la faute à l'harceleur finalement? C'est à la fille. Alors, je suis pas du tout d'accord avec la voix, mais bon, je vais argumenter. Donc déjà, pour répondre peut-être à la première partie de ta question, là où peut-être le numérique a facilité les choses, c'est que la création de comptes anonymes est très simple. Ouais. Tout le monde peut se créer un compte et de plus en plus, en fait, tu peux créer un compte en mettant un faux nom, en mettant une fausse photo, etc. Donc, je pense que le fait de pouvoir créer des comptes et parler en anonyme, déjà facilite les choses. Ouais, c'est un voile. C'est un voile, effectivement. Après, c'est vrai que ces derniers temps, on observe en fait, un phénomène où même les personnes en fait critiquent de manière non anonyme. Parce que moi, ouvertement. Parce que, par exemple, parfois, moi, je scrolle un petit peu les publications, parce que par exemple, je suis beaucoup de comptes body positifs. Donc ça, c'est tout ce qui est acceptation du corps, acceptation de soi. Et généralement, c'est ces profils-là qui sont le plus sujets à des commentaires assez haineux. Et parfois, je m'amuse un petit peu à aller voir qui se cache derrière ces commentaires. Est-ce que réellement c'est une personne derrière? Et parfois, tu vois, je sais pas, Marie, infirmière à Dijon. Enfin, tu vois des vraies personnes, en fait, et tu te dis, mais attends, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça que je trouve assez grave. C'est qu'avant, c'était surtout anonyme, alors que maintenant, c'est vraiment tout le monde, comme l'a dit Malène, qui se permet de telles choses. Après, la chose que je nuancerais, donc pour répondre à la deuxième partie de ta question, pour moi, peu importe la tenue, peu importe la façon dont la personne va se comporter, ça reste quand même la faute du harceleur. Tu vas pas, si t'aimes pas quelque chose, au pire tu bloques, au pire tu unfollow, enfin, t'es pas obligé de commenter. Par contre, c'est vrai que on voit un petit peu comme ce qu'on va dire souvent, c'est engager sa communauté, discuter avec sa communauté. Donc ce qui fait que par exemple, quand tu vas poster quelque chose, tu vas prendre un influenceur au hasard, il va souvent te dire alors je me suis coupé les cheveux, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai peur que ça te nuise, qu'est-ce que vous en pensez? Donc tu vois, c'est un petit peu, ça devient un petit peu à double tranchant, parce que toi tu veux juste engager ta communauté pour qu'elle puisse discuter, et puis c'est là qu'en fait tout le monde va se permettre, parce que là on pourra pas dire aux commentaires méchants que pourquoi t'es méchant, parce qu'on t'a demandé ton avis. Tu m'as demandé qu'est-ce que tu penses de ça. Honnêtement, voici ce que j'en pense. Donc je trouve que ça aussi, ça peut permettre de nuancer le fait que harceleur, non harceleur, et à qui la faute. Ouais. Et toi, donc tu donnerais pas de crédit aux tontons saï-saï, et pour toi c'est toujours leur faute, peu importe la manière dont la fille se présente sur les réseaux.
Bien sûr. Enfin, si t'aimes pas, tu supprimes. Ouais. Si t'aimes pas, tu bloques en fait. Non, mais et puis bon, quand même, pour l'exemple de tonton Salsa, je veux Oui. dire, il n'y a même pas à débattre sur ça, en fait. Je veux dire, là, on parle clairement. Ce qui m'étonne, c'est que la voix est pour tonton ça. Oui, non, mais bon, la voix... Ça veut dire qu'il est pas... c'est quand même un sujet quand même très, très sérieux. Là, on parle d'harcèlement sexuel, ce qui est quand même un point, je trouve, assez poussé. Et là, on peut rentrer dans un autre point, c'est... le problème qui devient pathologique parce que c'est pas normal comme comportement. Ouais. C'est pas normal. Ouais. Être attiré, que ça soit par des enfants ou bien harceler la personne jusqu'à vouloir l'abuser sexuellement. Excusez-moi, je veux dire, c'est pas un comportement normal. C'est Peu bien. importe. C'est vrai qu'on est devenu une société hyper sexualisée. Hyper. C'est devenu super accessible. Contrairement à avant. Oui, effectivement, c'est une chose, moi, que je trouve très regrettable. Très, très, très regrettable, parce qu'on n'est pas obligé... Non seulement on n'est pas obligé de subir ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de voir. J'ai pas envie de me lever et tout le temps, dès que je rentre dans mes réseaux sociaux, de voir des choses hyper sexualisées ou des messages, sachant que peut-être ta famille, peut-être tes enfants, on peut même plus rien regarder sans faire attention. Parce que on sait ce qui nous attend sur toutes les plateformes, hein, toutes les plateformes. C'est devenu une norme. Maintenant, nous, par exemple, dans notre société, ce que je disais tout à l'heure, on a des valeurs, on a sur lesquelles on nous a éduqués, et même dans notre continent, ce qui revient souvent quand on va ailleurs, c'est justement nos valeurs et justement cette racine. C'est pourquoi je demande maintenant, est-ce que c'est pas des responsabilités partagées? Parce que c'est ce qui est, pour les valeurs, tout le monde est censé protéger ça, faire pérenniser nos valeurs, que ce soit les filles ou les harceleurs, etc. Est-ce qu'actuellement, on a des femmes? Oui, on en a, mais est-ce que toutes les femmes continuent de pérenniser ces valeurs-là? Oui, non, mais bon, si on parle, on va parler des harceleurs, ils n'ont pas de valeur. Ça, c'est un non-débat. Ouais. On parle de valeurs. Les valeurs même ne trouvent pas leur chemin avec les harceleurs. Ils n'en ont pas. C'est des sans foi ni loi. Ça, c'est une chose. Mais tu vas devoir être d'accord. Ouais, hein, parce que là, moi, j'aurais besoin de ton avis tout à l'heure. Oui, parce que bon, si on avait des valeurs, on ne ferait pas ça. Je veux dire, on casse rapidement cette thèse. Maintenant, pour l'autre partie, je suis aussi d'accord. Je suis aussi d'accord parce que, pas dans le sens où elles sont la cause de ce qui arrive, non. Mais juste, si on se concentre sur, oui, nos valeurs, elles ne sont plus représentées comme avant. Il ne faut pas se mentir. Moi, je dis les choses. Il ne faut pas se mentir. Parfois, tu peux discuter avec une personne, tu rentres dans une famille, tu vois une dichotomie claire entre 2 ou 3 générations dans la famille. Clairement. Et enfin, plus, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle parce que ça nous a ouvert à d'autres. Parfois, on est à Dakar, mais on regarde, mais on se demande si on est à Dakar. On est ailleurs. C'est normal parce que on veut vivre ce que Beyoncé vit quand elle sort. On veut voir on regarde ce qui se passe à la NBA par exemple, etc. On voit comment les filles elles sont, etc. Ça peut te faire rêver. Ça peut ne pas être vrai. La plupart du temps, c'est pas vrai. Parce que c'est ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'on voit des suicides de leur part, des disparitions, des problèmes mentaux de part ces personnes que tu voulais copier. Même physiquement, tout à l'heure tu as parlé de body shaming, le changement de nos corps vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs. Ça n'a jamais existé ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça joue énormément. Les réseaux sociaux ont changé nos comportements et pire, nos valeurs. Parce qu'on se dit c'est pas grave. Changement de comportement et de valeurs. J'ai envie de savoir également quel autre phénomène ce cyberharcèlement-là peut gangréner aujourd'hui, quand on sait que la personne qui, à force d'être harcelée, peut se décider un bon jour de changer de look parce que les personnes disent que je suis moche. Sexuellement, lorsque tu es harcelé, ça peut te rendre casanière, tu peux ne plus vouloir parler avec les gens, etc. Qu'est-ce que ça peut poser aujourd'hui comme conséquence? Alors, je préfère pas être générale parce que je vais peut-être parler d'expérience. Si je prends mon cas par exemple, j'ai jamais été cyberharcelée, mais je me suis lancée sur TikTok il y a 1 an. Et je sais qu'au début par exemple, j'évitais de me montrer.
Donc je préfère éviter. Donc je me dis que peut-être que d'autres personnes qui veulent se lancer, ça peut les freiner. Elles peuvent se dire, je préfère me concentrer sur ce que je vois à l'extérieur et éviter de me montrer parce que j'ai pas envie de recevoir de la haine gratuite. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, qui ont envie de montrer quelque chose, mais qui peuvent avoir peur en fait de se prendre une vague de cyberharcèlement pour tout et rien. Parce qu'en fait, tu te rends compte que maintenant, vraiment tout le monde et n'importe qui peut se prendre une vague de cyberharcèlement. Tu vas être là en train de te montrer en train de danser. Parfois, c'est même pas un comportement sexuel ou autre, juste tu montres une chorégraphie, cyberharcèlement. Tu vas être là en train de faire de la cuisine, cyberharcèlement. Donc je pense que une des conséquences que ça peut avoir, c'est que des gens qui auraient potentiellement envie de se lancer vont se réfréner par peur. Après, est-ce que tu peux juste reprendre la deuxième partie de ta question? L'autre, c'est par rapport au traumatisme aujourd'hui que cela peut poser, surtout quand c'est d'ordre vraiment sexuel, on va dire. Surtout du côté des enfants. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais dès le bas âge aujourd'hui, tous les enfants ont forcément un téléphone. Et on ne sait jamais quel genre de message ces enfants-là peuvent recevoir. Est-ce qu'il y a une certaine communication qui existe entre les parents et les enfants pour que les enfants puissent parler à leurs parents, etc. Et dès que ça se présente dans une famille, quels sont les types de conséquences qu'on peut voir, comme l'a dit Manel tout à l'heure, par rapport au suicide même que l'on note assez souvent. Ok, donc là où tu as raison, c'est qu'effectivement, l'accès à ce... Enfin, pour les enfants, moi je parlerais plus du cyberharcèlement, par exemple dans les groupes WhatsApp ou dans les choses comme ça. Parce que c'est vraiment là, pour moi, qu'un enfant peut être vraiment victime de cyberharcèlement. Enfin, on a tous entendu des histoires de « Ah, dans le groupe WhatsApp, on s'acharne sur un tel, on dit que des choses méchantes sur lui, ou soit tiens, on va créer d'autres groupes, mais on ne met pas lui, ou on ne la met pas elle, etc. » Et je pense que ça, comme toute forme de harcèlement basique, enfin classique, ça peut créer des envies suicidaires à des enfants qui pourtant n'ont rien demandé, parce que à un jeune âge, tu n'es pas censé penser au suicide. Tu as toute la vie. Je pense que si vous avez bonne mémoire, c'est arrivé au Sénégal, le phénomène du flashcard dans les écoles où on ciblait une personne et on l'affiche sur les réseaux pour dire que telle personne sort avec telle personne. Et il y a même eu des enfants qui se sont suicidés durant cette période-là. Donc, c'est très grave. J'en arrive maintenant à me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Que ce soit les parents, les jeunes, les hommes, tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre le cyberharcèlement? Non, moi franchement, j'insiste toujours sur les valeurs, parce que pour moi, c'est très important. Parce qu'il y a un autre point quand même qu'il faut dire dans les causes, c'est la responsabilité des parents qui, beaucoup aujourd'hui, ne font pas le travail. Ils font pas le travail, c'est-à-dire en termes d'éducation. Pourquoi? Pour beaucoup d'autres choses. J'imagine que c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais le temps, le travail, l'économie, beaucoup de choses. Ou bien parce qu'ils sont peut-être trop jeunes. Il y a énormément de choses. Mais pour moi, une fois que tu décides d'avoir un enfant, c'est une responsabilité. Il faut gérer. Parce que tu es en train de créer quelque chose pour le futur. Tu es en train de créer d'autres générations. Et aujourd'hui, pour la plupart des parents, il y a beaucoup de choses qui sont OK. C'est pas OK. Être beaucoup trop exposé sur les écrans à de très bas âge, tout le monde le sait, tout le monde a fait des études sur ça, nationales et internationales. C'est pas normal. Et il y a beaucoup, même dans la santé de l'enfant, il y a des impacts. 1. 2, il y a énormément d'exposition et des risques que un enfant est curieux. Si tu lui interdis des choses et tout, il va vouloir savoir c'est quoi. Moi, la première, j'étais comme ça. Moi, j'étais très curieuse et tout. Mais j'avais toujours cette petite peur qu'on me découvre en train de faire quelque chose de pas bien. Parce qu'on m'a dit que ça, c'était pas bien. D'accord. Et donc, l'éducation, pour moi, est importante vis-à-vis de comment se comporter. Ok, tu veux un portable, je te donne un portable. Par contre, il y a même des plateformes pour contrôle parental, par exemple. C'est des choses à absolument mettre aujourd'hui avec nos enfants. Mais est-ce que ça existe au Sénégal? Je Justement, j'allais nuancer en disant peut-être avant tout ça, peut-être déjà sensibiliser les parents. Parce que là, on va parler à un certain type de parents, peut-être éduqués, ouverts, etc. Et peut-être repartir à la base, genre essayer de comprendre pourquoi certains parents vont donner un téléphone à leur enfant. Est-ce qu'on a des parents high-tech, quoi? J'ai envie de dire. Parce que de nos jours, ça va être
être difficile de nos jours que l'enfant n'ait pas son portable entre 10 et 12 ans. Hein. Les enfants de 12 ans, maintenant, on dirait moi. Ils savent beaucoup plus de choses Mais sur bien le sûr, téléphone que le parent ne sait pas Exactement. forcément. Donc, il faut être intelligent, il faut effectivement avancer avec son époque. Par contre, il faut avancer avec les outils aussi de son époque. Tu peux donner, et puis même pour des raisons de sécurité, que l'enfant, qu'il se passe quelque chose, on ne sait jamais, qu'il puisse appeler ses parents, on ne sait jamais, parce que parfois, dans une journée, l'enfant peut aller quelque part que le parent ne sait pas. S'il lui arrive quelque chose là-bas, au pire, il peut appeler ses parents. C'est pas grave. Mais là, juste avoir des contrôles parentaux ou bien un système de tracking de son enfant, s'il est beaucoup plus jeune, parce que je sais qu'il y a des enfants qui ont même peut-être 8 ans ou 9 ans, qui ont des portables. Je sais que ça existe au Sénégal. J'entends souvent des groupes ici de parents sur les réseaux parler de tags qu'ils mettent parfois dans leur cartable d'enfants, etc., quand il y avait surtout des émeutes, des manifestations. Donc ça existe. Si ça n'existe pas, privilégier la communication avec son enfant. J'aimerais bien rebondir sur ça, parce qu'effectivement, en fait, nous, tout ce qui va être protection des enfants en ligne, c'est une thématique très importante pour Polaris Asso, et généralement, on a déjà mené des actions. Donc là, notamment, on était en collaboration avec le lycée français Jean Mermoz, et on a parlé justement de cyberharcèlement, et on montrait un petit peu aux parents ce qui était fait. Et ces parents-là n'étaient même pas au courant de tout ce qui se passait dans les groupes WhatsApp. Ils n'étaient même pas au courant de ce que leurs enfants pourraient subir. Et je dirais que pourtant, ce sont des parents ouverts. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est aussi important pour d'autres parents de prendre le temps de les sensibiliser en disant, bon, tu peux donner un téléphone à ton enfant, tu peux lui permettre de communiquer, mais par contre, voici les dangers auxquels il peut être exposé. Et je pense que ça, c'est vraiment très important parce que effectivement, il y a les tags, il y a le contrôle parental, mais il y a plein de gens qui savent même pas. Le parent, parfois, il sait même pas allumer WhatsApp. Bien sûr. Donc, je pense qu'avant, peut-être d'abord lui expliquer un petit peu Bien tout sûr. ça et aussi sensibiliser les enfants. Parce qu'effectivement, sensibiliser les parents, c'est bien, mais vu que l'enfant va être celui qui va être confronté à ça, peut-être lui dire, regarde, ça, c'est pas normal, ça, c'est normal, ça, ce type de truc, tu ne devrais pas forcément aller sur ce type de contenu, etc. Donc moi, je sensibiliserais aussi les parents. Avant de les responsabiliser, peut-être prendre le temps déjà de faire un état des lieux, de voir comment eux se sentent à l'aise par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce nouvel outil-là, et après peut-être leur faire comprendre que voici les responsabilités que vous devez avoir, voici ce que vous devez faire avec votre enfant, etc. J'ai bien aimé votre approche parce que au lieu d'être là à dire le gouvernement doit faire ceci, on doit punir, ainsi de suite, on revient sur les victimes, sur les personnes. Mais le gouvernement doit faire des choses. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui, quand tu leur demandes forcément une solution, ils vont te dire voilà ce que le gouvernement doit faire et on s'en limite là. Alors qu'en réalité, du point de vue familial, il y a énormément de choses qu'on doit faire d'abord pour protéger l'enfant et après maintenant, avec l'appui du gouvernement, on est sûr qu'on va réduire ce phénomène-là. Maintenant, ça c'est ce que les parents doivent faire vis-à-vis des enfants. Mais du point de vue des jeunes de notre génération aujourd'hui, qui ne se communiquent même plus avec les parents comme avant, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui faire aussi pour lutter contre ça? Et surtout, j'en ai parlé tout à l'heure en disant peut-être que ça va venir vers la fin, lorsqu'on est victime de ce cyberharcèlement-là, quelle posture il faut avoir, comment on peut faire pour l'éviter et comment faire pour ne pas être affecté par ça? Oui, pour le rôle des parents vis-à-vis des jeunes, franchement, je reste vraiment sur ma position. Il faut pouvoir communiquer avec son enfant. Tu l'as dit, il ne communique plus, justement avec le téléphone. Quand on est à table, tout le monde est sur son téléphone, ou bien on ne dure même pas à table avec nos parents. Mais je pense aussi parce qu'il y a une cassure entre leur génération, leur approche, et la nouvelle génération et leur approche. Justement parce qu'il n'y a pas eu d'établissement de lien et de compréhension entre les deux. La communication de base, c'est quoi? C'est dire à l'autre, en face, je te comprends. C'est juste rassurer l'autre, en fait. La communication, c'est aussi simple que ça. Qu'importe tous les canaux que tu utilises, l'important, c'est que la personne en face se sente comprise. Donc oui, si on est, c'est ce que je disais, si on a une communication un peu violente, si on a une communication un peu... On connaît nos parents africains, ils sont très carrés, parfois ils peuvent être très durs et tout. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais on va dire que de nos jours, ça peut refouler en fait l'envie
d'écouter. Et l'enfant va aller chercher ça ailleurs. Je vais juste revenir sur ta question d'avant. D'accord. Alors Ouais. ça, je te laisse revenir sur ça. Ouais, sur la question d'avant, je dirais que bon là, je m'adresse plus aux adultes, jeunes adultes, adolescents, etc. Avant de mettre un commentaire, en fait, déjà mettez-vous à la place de la personne à laquelle vous écrivez, parce que, enfin, on est tous adultes ici. Quand t'écris un commentaire méchant, toi-même, t'as conscience que le commentaire est méchant. Tu te dis pas, ah tiens, je vais lui dire, elle est grosse, c'est gentil. Non, enfin, je pense que la personne se voit, elle le sait. Donc, je dirais que mettez-vous à la place des personnes auxquelles vous écrivez les messages. Dites-vous que derrière Internet, ok, peut-être qu'il y a d'autres personnes. Parce que souvent, il y a aussi ce mouvement de foule. Tu vas avoir plein de commentaires méchants, donc tu vas dire, ah tiens, c'est bon, ça légitime, je rajoute le mien. Mais en fait, derrière l'écran, il y a une personne. Ouais. Derrière l'écran, il y a une personne. Donc, je dirais qu'à ces personnes-là, toujours réfléchir avant de publier, toujours réfléchir à l'impact que ça aura et se dire, moi, si je reçois ça, comment est-ce que je me sentirais? Et aux personnes qui reçoivent, je dirais, moi, ma première arme, c'est de répondre. Donc, tu me dis un truc méchant, je te réponds en mode c'est quoi pourquoi tu dis ça? C'est quoi ton problème? Moi, je sais, une fois, on m'a dit rentre chez toi, j'étais au Sénégal, et on m'a dit rentre chez toi si t'es pas contente. J'ai dit, mais c'est où chez moi du coup? Et tu vois, tu réponds. Ouais. Après, bon, faut pas non plus être trop insolent, mais même si, en fait, si on te tacle, tu tacs, en fait. Ouais. Après, si t'es un peu plus timide ou autre, je dirais, soit signaler. La première chose, signaler. Porter plainte si tu peux, mais moi je dirais j'attaque. Ouais. Tu m'attaques, je t'attaque. Ça me rappelle une vidéo d'une maman que j'ai vue récemment qui apprenait à sa petite fille à se défendre par les mots. On ne peut pas finir sans parler de l'IA aujourd'hui. Un tonton Saïsaï t'envoie un message, il prend juste ta photo. Avec ta photo, il peut faire des montages qui te renvoient pour te dire que si tu ne me donnes pas tel, je vais publier tes photos nudes. Peut-être même que ce ne sont pas tes photos. Automatiquement, étant enfant, tu vas te dire, peut-être que c'est moi. Tu te mets à lui envoyer de l'argent à travers les réseaux, etc. Et tu dis rien à personne. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'aller dénoncer quelque part? Est-ce qu'on doit en parler à tout le monde? Est-ce qu'on doit poster immédiatement quand ça arrive? Est-ce qu'on doit aller voir le parent, le tuteur? Qu'est-ce qu'on doit faire quand ça nous arrive? Moi, je pense que je garde les preuves. Déjà, je capture d'écran, etc. Je donne pas d'argent. Et je signale, je porte plainte, je réagis. Moi, je donne pas d'argent. Parce que si tu donnes de l'argent, tout de suite, tu encourages les gens. Enfin, si toi, tu donnes de l'argent et que tout le monde donne de l'argent, ils vont jamais s'arrêter. Ouais. Donc moi, je les dénonce direct. Et après, au pire, s'ils publient, publie, vas-y. Publie, pourquoi c'est pas moi. Enfin, si toi-même, tu sais que c'est pas toi, publie. Ouais. Et pour Malène, ce serait quoi la posture? C'est pas si simple. C'est pas si simple de dire oui, publier, parce que l'approche ici des gens, dans notre culture, ici au Sénégal, c'est justement le sutura. Donc, je sais pas comment le définir, mais vraiment englober, protéger au mieux son image. Qu'importe que ça soit vrai ou pas. Moi, j'aime bien, vous savez, dans les films américains, un dicton qui sort souvent, on ne négocie pas avec les terroristes. C'est ça, voilà. J'aime beaucoup ça. C'est pourquoi Mel dit qu'elle n'en voit pas. Oui, il faut surtout pas faire ça. Ouais. Il faut surtout pas faire ça. Par contre, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a une direction de cybercriminalité, tout simplement, qui sont d'ailleurs excellents dans ce qu'ils font. Il faut travailler sur la confiance en soi. C'est très important. Et nos jeunes, je suis désolée, de nos jours, il y a une certaine faiblesse par rapport à ça. Ils n'ont pas confiance en eux. Parce que s'ils avaient confiance en eux, déjà, ça n'irait pas jusqu'à se dénaturer par rapport à d'autres communautés qui ne sont même pas nôtres, d'autres valeurs qui ne sont même pas nôtres, etc. La confiance en soi, c'est accepter qui tu es, connaître qui tu es, et surtout se respecter. Quand on se respecte, ce genre de cas, allô la police. Ouais. Allô la police. C'est tout. C'est tout ce que je vois en fait. Par contre, oui, n'hésitez surtout que si c'est l'IA, on sait que c'est un outil dangereux. Ouais, très dangereux. C'est très très dangereux. Ça fait des merveilles, on est d'accord. Mais on a vu iRobot, on a regardé plein de films. Donc il faut être prêt à ce que ça va amener demain. Et surtout prendre les dispositions avec les institutions étatiques qui sont là pour nous protéger, tout simplement.
Merci beaucoup, Malène. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Maëlle. Avec plaisir. Surtout, ne négociez pas avec les terroristes, mais négociez pas avec les cyberharceleurs, c'est assez important. Ayez confiance en vous et sachez que lorsqu'on se protège et qu'on écoute, on communique en famille, on peut lutter contre cet cyberharcèlement tout en respectant un peu la liberté d'expression, mais c'est également bien d'avoir un mental assez fort. On se donne rendez-vous prochainement. Vous étiez dans Generation Next. Hey yo, what's up? Hey, hey, hey! Bienvenue dans les médias. Votre podcast fait les jeunes, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Légui. Je suis la voix pour vous servir et vous déranger. Welcome to the Generation Next.